Alors, bonjour Monsieur Kogli. Bonjour. Je suis très ravi que vous m'accueillez. Alors, moi, je suis venu vous voir parce que vous êtes un des leaders qui essaie de prôner une voie pour un changement en Afrique, pour essayer de libérer le continent par rapport aux maux, au mal qui le frappe. Alors, c'est en cela que j'ai trouvé que votre discours était original et que le Moltra présentait une voie qui se différencie des autres, parce qu'une voie qui est portée notamment sur la réalité qu'est l'Afrique par rapport à l'histoire qu'elle a connue. Donc, vous vous distinguez, si je me le permets, par un discours qui est assez musclé et qui se base en retour sur la lutte, ce qui se différencie des différents courants que l'on a l'habitude d'entendre ces temps-ci, soit sur la toile ou bien soit dans les places fortes de la diaspora. Alors, si en quelques mots, vous pouvez résumer votre pensée par rapport à l'Afrique avant de rentrer dans le vif des débats, dans le vif de ce questionnaire qui est intitulé Questionnaire négro-africain. Merci pour l'initiative, je trouve ça assez original. Et ce que je peux dire simplement, c'est qu'effectivement, nous avons créé notre organisation qui, dès le départ, s'appelait la Jeunesse Unie pour la démocratie en Afrique. Dès l'origine, c'était une organisation à vocation panafricaniste, dès le départ, parce qu'elle est constituée par des Africains de divers horizons. Et donc, on a dû le convertir en un mouvement qui s'appelle aujourd'hui Moltra, dont la définition résume tout à fait la pensée qui est la nôtre. Donc Moltra, c'est le mouvement pour la libération totale et la reconstruction de l'Afrique. Donc il s'agit en réalité de libérer l'Afrique, tout d'abord de constater la situation de l'Afrique, son rôle dans le monde, le rôle qu'elle joue actuellement, et le rôle qu'elle est appelée à jouer, eu égard aux forces en présence, de constater que l'Afrique n'a jamais, depuis au moins 3000 ans maintenant, l'Afrique n'est plus africaine et que, par conséquent, elle doit redevenir africaine. Donc, ceci impose sa libération. Et cette libération ne sera complète que si les Africains reconstruisent une Afrique fondée sur leur propre vision du monde et sur leurs besoins, sur leur histoire. Et ceci ne sera parfait que si cet ensemble se retrouvera protégé ou défendu par un arsenal ou un dispositif militaro-idéologique qui permettra à l'Afrique d'échapper définitivement au chemin ou bien au sort que lui réservent les autres. D'accord. Mais pour vous, quelle est la cause fondamentale, c'est-à-dire de la déchéance de l'Afrique, la cause de la faiblesse? Parce que vous avez dit tout à l'heure que depuis 3000 ans, l'Afrique n'est plus ce qu'elle est, c'est-à-dire n'est plus africaine. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que l'Afrique soit dans une telle déchéance et on voit que jour après jour, elle n'arrive pas à sortir la tête de l'eau par rapport aux autres continents, par rapport aux autres peuples qu'il y a sur cette terre? Bon, les faiblesses africaines sont multidimensionnelles. On peut les situer sur plusieurs plans. Mais si on veut résumer tout ceci en quelques mots, c'est de dire que le problème fondamental de l'Afrique, c'est sa vision du monde. C'est sa vision du monde. C'est une vision assez particulière qui est très spiritualiste, et qui est profondément tournée vers autrui, extravertie, qui aime l'homme. La vision africaine de la vie en société, c'est que c'est l'homme qui est au centre de tout. Bon, ce n'est pas le matérialisme. C'est pas le matérialisme. Vous voulez dire que pour l'Africain, l'homme est un frère pour l'homme. Voilà. Alors que dans d'autres civilisations, l'homme est un loup pour l'homme. Et donc, partant de cela, les Africains ont adopté un certain nombre d'attitudes dans l'histoire. C'est ainsi que déjà en Égypte antique, les Noirs ont ouvert leurs portes à d'autres peuples. Les temples ont pu être accédés par d'autres peuples qui y ont puisé la science, les connaissances africaines et les ont utilisées autrement. Vous voulez faire référence à Pythagore, à Thalès, tout à fait, qui sont venus étudier en Égypte et qu'aujourd'hui, bon, quand on parle de Pythagore, on lui donne à lui le théorème, la théorie mathématique, tout à fait, c'est-à-dire la construction du rectangle. Tout à fait. Même au-delà de ça, puisque les Africains ont une vision humaniste du monde,
Les premiers qui ont pu accéder à l'espace africain, c'est ce qu'on a appelé les peuples de la mer, c'est-à-dire les Hittites et les Hyksos, qui sont venus d'Asie pour conquérir la civilisation égyptienne. Donc, puisque les Africains ont cette vision humaniste, assez divine de l'homme, de sa place dans l'histoire et tout, les Africains n'ont pas développé des outils de défense. Parce que, voilà, c'est la confiance, la maths, la vérité, justice, amour, etc. Donc, c'est ce principe fondateur qui fait que les Africains n'ont pas développé beaucoup cet aspect défensif. Cet aspect défensif a fait défaut à l'Afrique. Et c'est pour ça que depuis cette période-là, l'Afrique continue de subir des échecs répétitifs. Voilà. Donc, pour arrêter ce cycle ou bien cette descente aux enfers... Avant d'en parler, mais justement, quelles sont les caractéristiques de cette déchéance de l'Afrique? Parce que vous avez dit que depuis l'agression de l'Égypte antique, c'est-à-dire les Africains ne font que rentrer dans un cycle perpétuel de déchéance. Selon vous, quelles sont les caractéristiques de cette déchéance? À la fois au niveau, on va dire, sur le terrain même du continent africain et sur l'homme africain dans ses rapports avec autrui et également dans ses rapports avec la nature. Est-ce que vous comprenez? Les caractéristiques de cette déchéance, elles sont manifestes. Tout d'abord, c'est la déchéance morale des Africains aujourd'hui. Vous allez en Afrique, il n'y a plus de culture africaine. Aujourd'hui, la société africaine est une sorte de greffage sociétal sur lequel tous les maux prospèrent, tous les maux et tous les vices des autres civilisations viennent prospérer sur cette greffe-là, puisque l'Afrique ne s'appartient plus. Donc, elle développe les maux d'autrui. Et ceci se traduit par l'abandon de toute la culture africaine. Même les Africains ne veulent même plus qu'on les appelle par leur nom. Ils ont honte qu'on les appelle par leur nom. L'alcool, la drogue, la prostitution, le vol, tous ces mots qui n'étaient pas connus en Afrique, la malhonnêteté, les palinodies, c'est-à-dire promettre quelque chose et ne pas tenir à sa parole, tout ça, c'est des choses aujourd'hui qui prospèrent en Afrique. Donc la première déchéance, c'est déchéance morale. Tout à fait. Et ce qui fait même que cette déchéance morale a un impact direct sur tout ce qui concerne la vie en communauté. Donc le pouvoir sera corrompu, le pouvoir qui va naître du contact de l'Afrique avec l'extérieur va être un instrument corrompu, totalement extraverti, qui n'a que faire des préoccupations internes. Sur le plan économique, la déchéance, elle est aussi manifeste dans la mesure où ce qu'on peut appeler la machinerie productive de l'Afrique est complètement tournée vers l'extérieur et le travail africain ne profite pas aux Africains, ne nourrit pas l'Afrique, ne satisfait pas aux besoins internes, mais répond plutôt à un certain nombre de préoccupations venant de l'extérieur. Quatrièmement, la déchéance de la société africaine se caractérise aussi par la faiblesse africaine sur le plan de la défense. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'armée. Les armées qu'on a, c'est plutôt des milices à la sorte de ce pouvoir corrompu qui le protège et qui entretient le système, qui maintient les Africains dans une sorte d'immobilisme pour qu'ils puissent travailler pour les autres. Et enfin, on peut dire que cette déchéance totale se voit aussi sur le plan intellectuel. Sur le plan intellectuel, les Africains n'ont plus de conception autonome du monde, ils ont une vision totalement faussée des relations internationales. Ceci a conduit en fait à la production d'une élite qui est complètement à l'ouest, qui ne comprend rien et qui conduit le peuple vers les abîmes les plus terrifiants. Donc on peut dire qu'au total, cette déchéance dont nous parlons, elle est multidimensionnelle et le tout, c'est que l'Afrique entretient des relations totalement extraverties avec elle-même. D'accord. Mais les Africains ont cette caractéristique, c'est que s'il y a toujours des Africains par rapport aux agressions qu'elle a connues, que si l'Afrique est encore peuplée par des Africains aujourd'hui, c'est que quand même il y a eu des résistances. Quand on pense par exemple ce que la traite négrière que les Européens ont fait sur nous, ou bien ce que les Arabo-musulmans ont fait sur nous, bon, il y a eu des résistances. C'est-à-dire pendant ce long moment, selon où nous étions dans l'obscurité. Et bon, je pense que nous ne sommes pas encore sortis de l'obscurité, mais il y a eu des résistances qui ont tenté, c'est-à-dire pas pour la création d'une autre civilisation, mais qui ont tenté de se battre déjà
pour résister contre les peuples qui venaient agresser les Africains. Et ça, depuis tout le temps. Comment vous voyez ces résistances-là à l'ensemble général? Par exemple, les résistances de Biko, de Sankara, de Béhanzin, de Adjital, de Chaka, et si on va remonter même plus loin, de Samori. Non, effectivement. Et quelles ont été aussi les faiblesses de ces résistances-là? Non, effectivement, il y a eu. Les Africains ne se sont pas laissés abattre comme cela. Il y a eu des résistants. Mais ces résistances avaient ceci de particulier qu'elles contenaient les faiblesses de leur destruction ou bien les éléments de leur destruction à leur sein. Tout d'abord, comme je l'ai dit, la vision africaine de la vie en société fait que l'Africain est un être en quelque sorte désarmé, par principe. Bon. Donc, les résistances qu'on a opposées aux agresseurs, aux envahisseurs, étaient des résistances, disons, faibles. Faibles. Parce que les Africains combattaient avec leurs moyens. Des moyens très rudimentaires qui ne pouvaient pas résister à la puissance de feu, de destruction, de la stratégie militaire bien pensée des pays guerriers, des pays qui se sont fait des guerres depuis l'origine. Ouais. Donc, ces résistances, bien sûr, étaient incarnées par des gens de valeur, des gens valeureux, qui avaient une certaine dignité et qui avaient une vision pour l'Afrique. Mais ces gens-là, leur leadership n'était pas basé sur des outils efficaces de défense. Donc, une fois que ces gens-là ont été anéantis, la résistance était revenue pratiquement à néant. La résistance a été revenue pratiquement à zéro. Mais après les premiers résistants, il y a eu la résurgence d'autres leaders, notamment à la fin les plus récents, c'est les Lumumba, les Thomas Sankara et autres. Mais ces gens-là aussi ont été encore confrontés à la réalité de l'armement. Plus vous avez un armement sophistiqué, plus vous êtes capable de vous défendre. Voilà. Donc, aujourd'hui, il faut que les Africains développent nécessairement une capacité de résistance encore plus sophistiquée. Deuxièmement, les faiblesses des résistances en Afrique aussi, c'est que les peuples n'ont pas suffisamment acquis ce qu'on peut appeler l'esprit de peuple. L'esprit de peuple. Et l'esprit de sacrifice. C'est-à-dire l'esprit, c'est ce qu'on appelle l'âme d'un peuple. C'est-à-dire sa force, son trait de caractère qui le pousse à affronter les difficultés les plus terribles et à les vaincre. Mais mon frère, sa capacité de vaincre. Est-ce que c'est pas la multiplicité des ethnies qui est due à l'esclavage qui traduit justement cette faiblesse qui fait que... Oui, d'une part, oui. Mais lorsqu'on considère que face à un problème général ou bien face à un problème global, il faut une solution globale, nous ne pouvons pas nous permettre d'expliquer le drame africain par ce morcellement. C'est-à-dire que dans tous les peuples, il y a des morcellements. Mais lorsque les peuples sont confrontés à un défi commun, il est fondamental pour ces peuples-là de rassembler leur énergie et d'agir. Mais dans le cas africain, ce qui se passe, c'est que puisqu'il n'y a pas une idéologie qui cimente cet ensemble hétérogène, différent, etc., ça fait que l'ennemi a plus de facilité. Si bien qu'il arrive à trouver des alliés dans nos propres rangs. Ouais. C'est pour ça qu'il est nécessaire d'amener les Africains à ce que nous appelons l'esprit de peuple. L'esprit de peuple qui leur donnera une carapace contre les agressions extérieures. Voilà. D'accord. Ok. Donc, pour résumer, parce que là on a abordé à peu près, on a fait un brossage très rapide du passé de l'Afrique. Comment vous voyez, parce que nous avons été grands hier, nous étions pharaons, mais comme aujourd'hui vous l'avez l'habitude de dire, nous sommes plus que les pharaons, cultivateurs de cacao, que de creuseurs de mines, cultivateurs de fleurs. Donc c'est-à-dire pour les autres, on envoie le cacao pour les petits enfants européens, les fleurs pour les femmes européennes. Donc, comment vous voyez, comment il essaie d'approfondir ça, parce que ça c'est un terme qui j'avoue, qui m'a fait à la fois rire, mais c'est véridique. Oui, non mais, écoutez. C'est-à-dire du passé où on avait la grandeur. Les peuples qui n'ont pas su se défendre dans l'histoire ont été toujours amenés à travailler gratuitement pour les autres. Voilà, c'est comme ça. Les Romains
quand il conquérait un peuple, ce peuple devenait fournisseur de biens, de matières premières agricoles surtout, et des impôts au pouvoir central romain. C'est comme ça. Donc, oui, l'Afrique était grande. Par l'Égypte antique pharaonique, elle a été, oui, et même avant l'Égypte antique, l'Afrique est le berceau de l'humanité. L'histoire humaine a commencé par l'Afrique. Les grandes civilisations ont émergé en Afrique. L'homme est sorti de l'Afrique. Et l'homme a bâti une vie, une société, une économie, une pensée en Afrique. Et les Africains ont construit de grands ensembles, de grands empires. Mais tout ceci a chuté, tout simplement parce que le péché originel, qui est que les Africains ont toujours une vision idéaliste du monde, une vision pacifiste, une vision humaniste, une vision spiritualiste de la vie. La vie est sacrée. La vie est sacrée chez les Africains. Contrairement à ce qu'ont dit les Africains qui sont décrits comme un peuple barbare, sauvage, anthropophage, sanguinaire et tout. Non, les Africains étaient toujours le peuple le plus pacifique au monde. Le peuple le plus pacifique au monde. Et cette conception des relations humaines fait que nous continuons à subir l'histoire. Donc, oui, l'Afrique fut grande, mais elle n'a pas su se défendre. Et ce manque d'outils de défense, que ce soit la défense idéologique ou la défense militaire concrète, cela fait que l'Afrique continue par s'enfoncer. Et elle s'enfoncera davantage si elle ne redresse pas rapidement les choses et si elle ne se redresse pas rapidement. Donc, aujourd'hui, nous sommes réduits, nous qui étions grands hier, nous sommes réduits aujourd'hui à des esclaves complètement nus, producteurs de coton pour habiller les autres, alors que nous-mêmes nous sommes nus, producteurs d'arachide, producteurs de maïs, producteurs de tout ce qui est produit bio, contre les OGM, contre les produits chimiquement fabriqués. Et c'est ainsi. Et ces relations continueront tant que les Africains n'arrêteront pas ce cycle, cette descente aux enfers. Voilà. Donc maintenant, bon, parlons justement du présent actuel, de ce qui se passe en ce moment sur le continent. Bon, je ne vais pas revenir sur le cinquantenaire des indépendances qu'il y a eu il y a 3 ans, mais depuis justement ce cinquantenaire, dans les médias, on disait que le 21e siècle, c'est le siècle de l'Afrique. Ça, c'est déjà de un. Donc, j'aimerais savoir les non-dits qu'il y a derrière ça, avant d'aborder l'actualité même de l'Afrique qui a été dernièrement marquée par les résurgences, par exemple, de l'agression au Congo, qui n'a jamais été arrêtée, et aussi par le cas du Mali, le cas de la Côte d'Ivoire. Bon, il faut que les Africains enfoncent bien dans leur tête que les peuples défaits payent toujours la rançon de leur défaite. Voilà. Et la rançon de la défaite se traduit par la servitude. Il n'y aura pas de salut pour l'Afrique tant que les Africains ne redeviendront pas vainqueurs, tant que les Africains ne redeviendront pas acteurs de leur destin. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, quand les Occidentaux disent, par exemple, dans les médias, que le 21e siècle, c'est le siècle de l'Afrique. Bon, ça veut dire tout simplement que l'Afrique est le seul continent qui reste à conquérir. Que les compétitions de demain se joueront en Afrique. Parce que l'Afrique a été toujours enfermée dans une vision enfantine où on lui promet toujours le développement dans 20 ans, dans 50 ans. On dit tout. Au 20e siècle, on dit non, le 21e siècle, ce sera le siècle de l'Afrique. Au 21e siècle, on dira le 22e siècle, ce sera le siècle de... Toujours, c'est-à-dire qu'on va tout remettre le développement ou bien le progrès ou la renaissance de l'Afrique, tout simplement, au siècle à venir. Et cela va continuer. Mais dans le fond, ce discours qui devait être un cri de guerre lancé en direction des Africains, en tout cas les Africains doivent percevoir ce discours comme un cri de guerre qui leur est lancé, un défi. Mais non, les gens sont plutôt contents qu'on dise qu'ils sont le continent de l'avenir et que tout le monde a sa place en Afrique et tout le monde doit y être. Donc, ce discours disant que l'Afrique est le continent de l'avenir veut dire tout simplement que l'Afrique est la seule terre qui reste aujourd'hui à conquérir, à découper et à redécouper. Donc, le risque aujourd'hui, c'est que nous sommes guettés par
une conférence de Berlin 10 qui peut être organisée sur notre dos encore une fois. Et cette fois-ci, ce seront la Chine et les États-Unis qui joueront le rôle majeur avec comme puissance périphérique, mais qui seront très très fortes en Afrique, que seront la Russie, l'Europe, la Turquie, les pays du Golfe, le Brésil, qui seront des acteurs intermédiaires. Donc, est-ce que l'actualité même du continent qui se traduit justement par des agressions, encore par des agressions guerrières, est-ce qu'on n'assiste pas aux prémices de ce que vous dites? Par exemple, quand on voit ce qui arrive maintenant au Mali, le Mali qui était considéré comme le phare de la démocratie en Afrique de l'Ouest, quand on voit que bon, ça c'est... Ce danger est permanent. Ce danger est permanent. Cela a commencé avec le Sud-Soudan. Lorsqu'on a créé le Sud-Soudan, les Noirs n'y ont vu que du feu. Et des gens ont dit, oh, mais non, mais il y avait un génocide au Darfour, donc les Noirs avaient besoin d'avoir un territoire et tout. Non, ceci rentre dans le plan général qui consiste à redécouper l'Afrique. La carte de l'Afrique sera complètement modifiée parce qu'il y a d'autres puissances qui émergent et qui, elles aussi, veulent avoir leur place au soleil africain. Les matières premières. Absolument, absolument. Le rôle que l'Afrique a toujours joué dans l'histoire, c'est le rôle d'un continent pourvoyeur de matières premières. Hier, c'était les mains, les bras africains. Aujourd'hui, c'est tous les bras et les mains africains, mais ceci cumule avec les matières premières, agricoles, minières, minéralières, etc. Et cela va continuer tant que les Africains ne vont pas s'organiser pour mettre fin à cela. Bon, vous abordez le cas de l'organisation pour mettre fin à ça. Bon, par exemple, quand on voit ce qui se passe au Mali, prenons par exemple le cas de l'islam. Bon, il y a un groupe de 500 personnes, c'est-à-dire, bon, on va dire qu'on appelle les djihadistes, qui ont agressé le territoire du Mali. Et au Mali, on va dire, c'est réputé pour être un pays musulman. Bon, dans les discours que nos compatriotes du Mali donnent, ils disent qu'eux, ils sont malikites, donc ils ont un islam de paix, et que les autres, c'est des voyous, c'est pas des musulmans. Bon, c'est-à-dire, ça encore, c'est la question, en fait, des religions encore en Afrique. C'est-à-dire, nous avons des religions, pratiquement, qui sont importées. C'est le cas de l'islam et du christianisme, avec le protestantisme, le catholicisme, tout ça. Mais ce qui est sidérant, c'est que nous n'avons pas les mêmes visions que les autres. C'est-à-dire, bon... Un peuple ne peut pas adopter les religions d'autrui, cette conception, et avancer. Oui, dans les relations humaines, on peut emprunter des connaissances des autres, mais c'est des connaissances positives. Par exemple, les peuples qui ont conquis l'Égypte antique n'ont pas copié leur spiritualité, non. Ils ont plutôt aspiré tout ce qui est connaissance scientifique d'organisation de la société. C'est ça qu'ils ont pris. Tandis que nous, ce qu'on retire des relations avec les autres, c'est plutôt les vices. Et c'est tout à fait normal, puisque nous n'avons pas la force, nous n'avons pas les outils de défense pour pouvoir imposer aux autres de nous apprendre le meilleur d'eux-mêmes. Donc, nos relations sont guidées par les autres qui définissent les critères et le contenu de ces relations-là. Mais pourquoi le Mali, exactement? Mais parce que tout simplement, cet espace sahélo-sahélien est un espace regorgeant de plein de richesses. Donc le Mali fait partie intégrante de cet espace géopolitique convoité par tout le monde. Tout cet espace sahélo-sahélien qu'on qualifie d'aride, de désertique, de pauvre, de rien du tout, contient les réserves de matières premières les plus attrayantes au monde, à savoir l'or, le pétrole. Et l'une des ressources qui vient d'être découverte, c'est l'eau. L'eau qui se trouve en abondance, tout ce sol-là. Cette même région est actuellement en train d'être exploitée, d'être mise en exploitation pour fournir de l'électricité solaire à l'Europe. Donc le projet Desertec, qui est un projet européen conduit par l'Allemagne, visant à installer des panneaux géants dans cet espace-là pour contrôler cet espace et fournir de l'électricité aux pays européens. Ensuite, dans cette région se trouvent les réserves d'uranium, ce qui fait de la France
premier producteur de l'énergie nucléaire au monde. La France n'a pas de mine d'uranium sur son territoire, mais elle est le pays le plus grand exportateur du nucléaire au monde. Pourquoi? Parce que la France contrôle l'uranium du Niger notamment. Et donc, tout cet espace-là, du Mali jusqu'au Niger, en allant vers le Soudan et le Tchad, toute cette région appartient aujourd'hui à une sphère très convoitée et qui, dans l'avenir, sera l'objet de beaucoup de conflits. Et l'un des éléments qui seront utilisés, c'est le mobile religieux qui va être invoqué tout le temps. Tout le temps. On va dire ouais, qu'il y a des terroristes là-bas, donc il faut y aller, il faut installer la paix là-bas, comme on a fait durant les 40 dernières années avec le Moyen-Orient, où on a toujours activé la religion comme le ferment de tout ce que cette région moyen-orientale a connu, alors que ce sont les motivations économiques, notamment de contrôle du pétrole, qui motivaient tous ces conflits. Ouais, c'est cette guerre économique aussi qui motive le conflit au Congo. Oui. Mais